Je n'aurais jamais pu concevoir que ce mardi de juillet transformerait mon existence à tout jamais. La journée avait pourtant débuté de la manière la plus banale qui soit. J'avais quitté mon cabinet en ville tôt ce matin-là, après avoir vu mes derniers patients. Une chaleur accablante pesait sur la région, et le ciel, d'un blanc opaque, semblait une toile tendue à l'infini au-dessus de nous. Je roulais sur une vieille route de campagne, ce genre de voie sinueuse qui fait la jonction entre la capitale et un village de l'arrière-pays. C'est à ce moment précis qu'un détail me fit lever le pied de l'accélérateur. À quelques encablures d'un ancien pont de pierre, deux silhouettes étaient assises au pied d'un poteau électrique. Il s'agissait d'une femme d'un certain âge, portant une robe à motifs floraux aux teintes passées, et, à ses côtés, un homme âgé coiffé d'un chapeau de paille. Ils étaient entourés de plusieurs sacs en tissu élimé et d'une petite valise qui avait visiblement beaucoup voyagé. Cette scène me serra la gorge. Il était anormal de voir des personnes aussi âgées ainsi exposées en plein soleil, sans aucune forme d'abri. Je garai ma voiture sur le bas-côté et je sortis. La poussière du chemin s'éleva autour de mes pieds. Lorsque je fus assez près, je pus voir leur visage en détail. Elle avait les yeux injectés de sang, et ses joues portaient les traces de larmes anciennes. Lui, le regard perdu, fixait le sol comme s'il y cherchait une réponse que le goudron surchauffé ne pouvait lui donner. « Bonjour », lançai-je d'une voix aussi douce que possible pour ne pas les brusquer. « Tout va bien ? Puis-je vous aider ?» La femme releva lentement la tête, et ce que je lus dans ses yeux me fendit le cœur, un mélange de honte, de souffrance et d'une lassitude qu'aucun être humain ne devrait avoir à subir. Elle mit un instant à me répondre, et lorsque les mots sortirent, sa voix était fragile, comme un verre sur le point de se briser. « Ce sont nos enfants qui nous ont déposés là, docteur. Ils ont promis de revenir, mais voilà 2 heures que nous attendons, et ils ne sont toujours pas là. » J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment une telle chose était-elle imaginable? Comment pouvait-on abandonner ses propres parents de la sorte? Son compagnon d'infortune prit la parole à son tour, d'une voix éraillée, pleine d'une infinie tristesse. « Ne vous en faites pas pour nous, madame. Ils reviendront. Ou pas. Après tout, nous ne sommes qu'un poids pour tout le monde. » Ces mots me transpercèrent comme des poignards. Un poids. Comment ces gens, qui avaient consacré leur existence à leurs enfants, pouvaient-ils en arriver à penser cela? Je m'accroupis devant eux et pris les mains de la vieille dame dans les miennes. « Écoutez-moi attentivement, dis-je en les fixant tour à tour. Vous n'êtes un poids pour personne, et il est hors de question que je vous laisse ici. Je vais vous conduire sur le champ en lieu sûr. » L'homme manifesta une hésitation. Je décelai dans son regard la méfiance de celui qui a été si souvent déçu qu'il ne parvient plus à croire en la bonté d'autrui. Mais la femme me serra la main avec une vigueur surprenante et chuchota, « Merci, mon enfant. Que le ciel vous protège. » Avant de continuer le récit de cette histoire qui vous émouvra profondément, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de nous laisser un commentaire pour nous dire de quel pays vous nous regardez. Que vous soyez de France, de Suisse, du Québec, nous aimerions beaucoup savoir d'où vous venez, car ces histoires s'adressent à nous toutes qui comprenons la signification du véritable amour et l'importance de la famille. Poursuivons maintenant avec la suite des événements. Car ce que j'allais découvrir ce jour-là a bouleversé ma vision du monde à jamais. Je les aidai à s'installer dans ma voiture avec le peu qu'ils possédaient. La femme serrait un sac en tissu contre elle comme s'il renfermait le bien le plus précieux au monde. L'homme tenait sa petite valise avec une délicatesse extrême, et je vis qu'il dissimulait dans la poche de sa chemise une enveloppe jaunie, qu'il couvrait de son bras. Sur la route de l'hôpital de province, je tentais de les amener à parler pour les détourner de leur chagrin. Ils s'appelaient Monique et Pierre. 53 ans de mariage. Elle, ancienne institutrice du village, jusqu'à ce que ses articulations douloureuses la forcent à s'arrêter. Lui, maçon, avait bâti de ses mains des maisons et des immeubles, jusqu'à ce que son dos le trahisse. Ils avaient élevé 4 enfants, leur inculquant une éducation, des principes et tout l'amour dont 2 êtres sont capables. Mais 3 de ces enfants étaient devenus une caricature de ce qu'ils avaient semé. Seule la Benjamine, Valérie, expatriée, gardait un lien étroit. Elle envoyait de l'argent desquels le pouvait et téléphonait chaque semaine, sans exception. Lorsqu'ils évoquaient son nom, leurs yeux s'éclairaient d'une lueur particulière, contrastant vivement avec le chagrin qui les accablait. Nous arrivâmes à l'hôpital. Pendant que les soignants prenaient en charge Monique, déshydratée et en proie à une forte hypertension, je m'installai aux côtés de Pierre dans la salle d'attente. Il tenait toujours fermement sa valise et l'enveloppe pressée contre son cœur. « Monsieur Pierre,
Commençai-je avec douceur, pourriez-vous me dire précisément ce qui est arrivé? Il inspira profondément et se lança dans un récit à la voix brisée. Nous habitions chez notre fils aîné, Nicolas, et sa femme, depuis 2 ans. Au départ, tout allait pour le mieux, puis les critiques ont commencé. Nous étions encombrants, nous coûtons trop cher, nous étions devenus inutiles. Chaque jour apportait son lot d'humiliation, docteur. On nous considérait comme de vieux meubles qui prenaient trop de place. Ce matin, Nicolas a proposé de nous emmener voir une superbe propriété de campagne où nous pourrions nous installer. Nous étions fous de joie, comme des enfants. Nous pensions qu'enfin, il reconnaissait notre valeur. Nous sommes montés en voiture avec nos quelques affaires. Ses frères, Stéphane et Nathalie, nous suivaient dans un autre véhicule. Arrivé près du pont, Nicolas a prétexté un problème de pneus. Il nous a demandé de sortir quelques instants. Avant que nous ayons pu comprendre, les 2 voitures avaient démarré en trombe. Nous avons patienté, persuadés qu'ils allaient revenir. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Le soleil était insupportable, et Monique s'est mise à pleurer. J'ai tenté de la réconforter, mais au fond de moi, j'étais anéanti. Docteur, comment des enfants pour qui on s'est tant sacrifié peuvent-ils agir ainsi? Des larmes perlaient sur ses joues burinées, et une colère sourde monta en moi. Ce n'était plus de l'abandon, c'était de la barbarie. Je lui fis la promesse de les aider et de veiller à ce que leurs enfants répondent de leurs actes, bien qu'à cet instant, je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre. Les jours qui suivirent, je me rendis chaque après-midi à leur chevet après ma journée de travail. Je leur apportais des plats que j'avais cuisinés, des revues, et surtout, une présence. Ils me narraient les souvenirs de leur jeunesse, leur rencontre à la fête du village, les épreuves traversées pour élever leurs enfants, et la fierté ressentie à chaque diplôme obtenu. Monique m'enseigna les bases du tricot en me confiant qu'elle confectionnait les vêtements de ses enfants avec des bouts de tissu, faute de moyens pour en acheter. Pierre m'évoqua s'élevèrent aux aurores pour se rendre sur les chantiers, la fatigue qui rongeait ses os, mais qui disparaissait comme par magie lorsqu'il rentrait et voyait les visages de ses enfants. C'étaient des récits empreints d'amour et d'abnégation, et chaque parole renforçait mon affection pour eux et mon mépris pour ce que leurs enfants leur avaient infligé. Un après-midi, alors que Monique s'était assoupie, Pierre me fit signe d'approcher. Il sortit de sa poche l'enveloppe jaunie qu'il protégeait tant et la déposa sur la table de nuit. « Sandrine, dit-il en m'appelant par mon prénom pour la première fois, vous êtes une bonne personne, et je sens que je peux avoir confiance en vous. Ce que je garde ici a une grande, très grande importance. Mais je ne peux pas vous le révéler pour le moment. Je veux simplement que vous sachiez que cela existe, et qu'au moment opportun, vous saurez quoi en faire. » Ces mots éveillèrent ma curiosité, mais je respectai son silence. J'hochai la tête et l'assurai de mon soutien inconditionnel. Il esquissa un sourire où se mêlaient le soulagement et la tristesse, puis il rangea l'enveloppe dans la poche de sa chemise. Ce soir-là, sur la route du retour, je ne cessais de songer à ce secret qu'il gardait si jalousement. S'agissait-il d'argent, d'un document officiel, d'un testament? Mais ma curiosité était teintée d'un sentiment plus profond. Je sentais que mon chemin et le leur s'étaient croisés pour une raison qui dépassait le simple hasard, que j'étais lié à ce couple d'une manière que je ne saisissais pas encore. Le 4e jour, Monique obtint son congé de l'hôpital. Elle était hors de danger, mais avait besoin de repos et d'une surveillance. Il était impensable qu'ils retournent chez l'un de leurs enfants, et leur maigre pension ne leur permettait pas de subvenir à leurs besoins. Spontanément, je leur proposai de les héberger dans ma maison de campagne. L'espace ne manquait pas depuis le décès de ma mère, 2 ans plus tôt. Et pour être honnête, la solitude me pesait de plus en plus. Ils commencèrent par refuser, prétextant avoir déjà trop profité de ma gentillesse, mais je parvins à les convaincre. Ce fut l'une des plus belles décisions de ma vie. Leur présence combla un vide que j'ignorais. Monique redonna vie aux plantes de mon jardin, que je délaissais par manque de temps. Pierre s'occupait des petites réparations que je remettais toujours à plus tard. Les dîners retrouvèrent une saveur de foyer. Les soirées furent animées de conversations passionnantes et de rires francs. J'avais l'impression d'avoir retrouvé les parents que le destin m'avait arrachés trop jeunes. Mais cette quiétude fut de courte durée. Au bout de 10 jours, Nicolas se manifesta. Il arriva dans une berline rutilante, en costume impeccable, affichant une mine soucieuse. Il sonna à plusieurs reprises, avec insistance, jusqu'à ce que j'ouvre. « Bonjour, madame. Je suis Nicolas, le fils de Monique et Pierre. On m'a dit qu'ils étaient ici, je viens prendre de leurs nouvelles. »
Son ton sonnait faux, une hypocrisie palpable. Je le fis entrer et prévins ses parents. En le voyant, Monique blêmit et se cramponna au bras de son époux. Pierre, quant à lui, se figea. L'ambiance était électrique. Nicolas tenta de jouer la carte du remords. Papa, maman, je vous en prie, pardonnez-moi. Tout ceci n'est qu'un malheureux concours de circonstances. Nous avons paniqué et nous sommes partis, croyant que vous aviez trouvé une solution. Nous vous avons cherché partout. Un mensonge. Un mensonge si grossier que personne n'y crut. Monique pleurait en silence, tandis que Pierre le dévisageait avec un mélange de douleur et de dégoût. Mon fils, finit-il par dire d'une voix blanche, tu nous as délibérément abandonnés sur cette route. Tu nous as laissés en plein soleil comme de vulgaires détritus, et tu oses venir ici nous mentir. Nicolas perdit son sang-froid et laissa tomber le masque. Écoutez, vous êtes vieux, vous n'êtes plus autonome. Je suis venu vous chercher pour vous ramener à la maison, on s'occupera mieux de vous. J'intervins sur le champ. Monsieur Nicolas, vos parents se portent très bien ici et n'iront nulle part contre leur gré. Il me lança un regard méprisant. Et de quel droit vous mêlez-vous de nos affaires de famille? Du droit que me confère ma profession de médecin, qui me permet de reconnaître la maltraitance, rétorquai-je sans ciller. Il quitta les lieux en faisant claquer la porte. Mais avant de partir, il me glissa une menace à peine dissimulée. Cette histoire n'est pas terminée. Je reviendrai avec mes frères et sœurs, et on verra bien qui aura le dernier mot. Après son départ, Monique s'effondra en sanglots. Pierre frissonnait de colère. Je compris que la guerre ne faisait que commencer. Ce soir-là, au cours d'un dîner silencieux, Pierre rompit le silence. Sandrine, le moment est venu pour vous de connaître la vérité. Il sortit l'enveloppe jaunie et la posa sur la table. Monique hocha la tête, les yeux embués de larmes. Ouvrez, dit-il d'un ton solennel. Les mains tremblantes, je dépliai le document jauni. Ce que j'y lus me laissa sans voix. Il s'agissait d'un acte notarié, le titre de propriété d'une magnifique propriété de campagne de 30 hectares, non loin du village. Des terres fertiles, une source, et une grande maison en pierre. Mais le plus stupéfiant n'était ni la taille ni la valeur du domaine, mais le nom de l'unique propriétaire, Valérie, la fille cadette expatriée. Monique m'expliqua d'une voix chevrotante. Il y a 5 ans, la santé de Pierre a commencé à décliner. Les frais médicaux nous ont ruinés, et nous étions sur le point de perdre cette propriété, fruit du travail de toute une vie. Valérie, qui est infirmière aux États-Unis, nous a envoyé toutes ses économies pour régler nos dettes et sauver la maison. Mais nous avons décelé la convoitise dans le regard de nos autres enfants. Nous savions qu'à notre mort, ils se déchireraient pour ces terres. Alors, grâce à un notaire de nos amis, nous avons tout mis au nom de Valérie. Elle n'est même pas au courant, nous voulions lui faire la surprise à son retour. Ses frères et sa sœur pensent que la propriété nous appartient toujours. C'est pour cette raison qu'ils ont fait un minimum d'efforts ces dernières années. Mais maintenant qu'ils nous ont abandonnés, croyant que nous allions mourir seuls au bord de cette route, ils doivent déjà être en train de se partager le gâteau. Pierre enchaîna d'une voix ferme, malgré son émotion. Voilà pourquoi je gardais ce document si précieusement, docteur. C'est la preuve que la justice existe, et que l'amour désintéressé est toujours récompensé. Valérie mérite cette terre, car elle est la seule à ne jamais nous avoir oubliés, la seule à appeler malgré les milliers de kilomètres, la seule à nous aider financièrement, même lorsqu'elle était elle-même dans le besoin. C'est elle, notre véritable enfant. Je restai un long moment sans parler, digérant cette incroyable révélation. Je finis par demander, Valérie est-elle au courant de ce qui s'est passé? C'est-elle que ses frères et sa sœur vous ont abandonné? Monique fit non de la tête. Nous ne voulions pas l'alarmer. Elle a sa vie là-bas, son travail, ses propres soucis. Mais je pense qu'il est temps de tout lui dire. J'approuvai et pris une résolution. Dès demain, nous l'appellerons pour tout lui expliquer. Elle doit savoir, et vous avez besoin d'elle à vos côtés. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Je repensais à tout ce que j'avais appris, l'ignominie d'enfants ingrats, l'amour infini de parents qui continuaient à protéger même ceux qui les avaient trahis, et l'affection sans faille d'une fille qui, malgré l'éloignement, avait été le pilier de cette famille. Le lendemain matin, nous l'appelâmes. Il était 18 heures en Californie. Valérie répondit, sa voix toujours aussi douce et chaleureuse. Maman, papa, vous allez bien? Monique tenta de parler, mais l'émotion la submergea.
C'est Pierre qui, d'une voix posée, lui raconta tout, l'abandon, la route, mon intervention, la trahison de ses frères et sœurs. Le silence qui suivit à l'autre bout du fil était assourdissant. Lorsque Valérie reprit la parole, sa voix était un mélange de larmes et de colère froide. « J'arrive. Je prends le premier avion. Restez où vous êtes. Dites à ce médecin que je lui devrai une reconnaissance éternelle. Je serai là après-demain. » Après avoir raccroché, Monique et Pierre se prirent dans les bras, pleurant de soulagement. Une douce chaleur envahit ma poitrine. Cette famille meurtrie était sur le chemin de la guérison. 2 jours plus tard, je me rendis à l'aéroport pour accueillir Valérie. Je la reconnus instantanément, elle avait le regard bienveillant de sa mère et le front volontaire de son père. C'était une femme d'une 40aine d'années, à l'allure simple, les cheveux noués en queue de cheval, vêtue d'une tenue de voyage pratique. En m'apercevant, elle s'avança et me serra dans ses bras comme une vieille amie. « Merci, Sandrine », me glissa-t-elle à l'oreille. « Vous avez sauvé mes parents, je ne pourrai jamais vous remercier assez. » « N'en dites pas plus, répondis-je. Eux aussi m'ont sauvé, à leur manière. Durant le trajet vers ma maison de campagne, elle m'esquissa sa vie aux États-Unis. Les gardes à rallonge dans un hôpital de ville, le petit appartement en colocation, les économies drastiques pour aider ses parents. Célibataire, elle avait fait passer leur bien-être avant le sien. Elle avait mis sa propre vie entre parenthèses pour s'occuper de ceux qui la lui avaient donnés. Et aujourd'hui, elle découvrait que ses propres frères et sœurs avaient tenté de ruiner ce qui restait de leur famille. Notre arrivée à la maison donna lieu à des retrouvailles poignantes. Monique, malgré ses jambes endolories, se précipita pour étreindre sa fille. Pierre pleurait ouvertement, les serrant toutes les deux contre lui. Ils formaient un bloc d'amour indestructible. Je restais en retrait, observant la scène, les larmes aux yeux. Je sus à cet instant que tous mes efforts avaient un sens. L'après-midi même, le reste de la fratrie fit son apparition. Nicolas et sa femme, puis Stéphane et la sienne, et enfin Nathalie, seule depuis son divorce. Ils arrivèrent les bras chargés de cadeaux coûteux, un sourire hypocrite aux lèvres. En voyant Valérie, ils se figèrent. Sa présence les avait pris de court. Elle les toisa d'un regard glacial qui tranchait avec sa nature douce. « Alors, c'est vous, les héros qui ont laissé nos parents au bord de la route. » Nicolas essaya de se défendre. « Valérie, tu te méprends. C'est un malentendu. » Elle le coupa net. Un malentendu, c'est se tromper de jour. Laisser ses parents âgés en plein cagnard, au risque de les tuer, c'est de la cruauté. Stéphane intervint avec condescendance. « Tu as toujours été la chouchoute. Tu ne sais pas ce que c'est de les avoir sur le dos en permanence. » Nathalie renchérit avec amertume, « C'est facile pour toi, tu mènes ta petite vie tranquille loin d'ici, pendant que nous, on se dévoue. » Valérie les dévisagea un par un. Se dévouer, c'est appeler chaque semaine, même quand on est à bout de force. C'est envoyer de l'argent, même quand on est soi-même dans le besoin. C'est mettre ses propres projets de côté pour assurer leur bien-être. Vous ne vous êtes pas dévoués, vous les avez exploités. Et quand ils ne vous ont plus été d'aucune utilité, vous les avez jetés. Un silence de plomb s'installa. Nicolas changea de stratégie. Bon, passons l'éponge. L'essentiel, c'est que papa et maman aillent bien. Il faut maintenant penser à l'avenir, à leur entretien, à l'héritage. La véritable raison de leur venue était enfin dévoilée. Pierre, qui n'avait pas dit un mot, se leva et parla d'une voix pleine d'une autorité nouvelle. L'héritage ? Quel héritage ? Vous n'aurez rien de moi. Nicolas protesta, papa, ne dis pas ça. Nous sommes tes enfants, nous avons des droits. Pierre sortit l'enveloppe jaunie et la jeta sur la table. La propriété de campagne que vous convoitiez a déjà une propriétaire. Il y a 5 ans, je l'ai mise au nom de Valérie. Elle est la seule à la mériter, car elle est la seule à ne jamais nous avoir laissé tomber. La nouvelle eut l'effet d'une bombe. Nicolas devint écarlate. C'est impossible, c'est illégal. Tu étais malade, elle t'a influencé. Stéphane hurlait, réclamant sa part. Nathalie pleurait de dépit. Mais Valérie garda son calme. Quelle propriété ? De quoi parlez-vous ? Monique lui raconta alors toute l'histoire, la propriété, la dette, l'argent qu'elle avait envoyé, leur décision de la protéger. Valérie était abasourdie. Je n'en savais rien, dit-elle enfin.
Je voulais seulement vous aider, je n'attendais rien en retour. C'est précisément pour cela que tu la mérites, dit Pierre avec fierté. Parce que tu donnes sans rien attendre. C'est cela, la vraie richesse, ma fille. Les trois autres se mirent à vociférer, menaçant d'intenter un procès, jusqu'à ce que je les chasse de chez moi. Ne remettez plus jamais les pieds ici, leur lancai-je, et si vous osez encore importuner vos parents, je me chargerai personnellement de raconter à tout le village votre véritable nature. Ils s'en allèrent en proférant des insultes, mais je savais qu'ils n'en resteraient pas là. La cupidité est tenace. Les jours qui suivirent furent un curieux mélange de sérénité et d'appréhension. Valérie s'installa chez moi et m'aida à prendre soin de ses parents. Une amitié profonde et sincère se noua entre nous. C'était comme si nous nous étions toujours connus. Nous partagions les tâches ménagères, les conversations, les rires, mais aussi nos craintes. Un soir, alors que nous buvions une tisane dans la cuisine, une fois Monique et Pierre couchés, Valérie m'avoua, « Sandrine, parfois, je culpabilise d'être partie si loin. Si j'étais restée, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. » Je lui pris les mains. « Valérie, tu as fait ce qu'il fallait pour construire ta vie, et tu n'as jamais abandonné tes parents. Tu les appelais, tu leur envoyais de l'argent, tu pensais à eux sans cesse. Tes frères et ta sœur habitaient près d'eux, et pourtant, ils les ont traités comme des étrangers. L'amour ne se mesure pas en kilomètres. » Elle me sourit à travers ses larmes et me serra dans ses bras. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. Vous êtes un ange gardien. » « Je ne suis pas un ange, répondis-je. Juste quelqu'un qui sait reconnaître la valeur des gens. » Cette nuit-là, notre amitié se scella pour toujours. Mais le répit fut de courte durée. La semaine suivante, Nicolas revint, accompagné d'un avocat. Ils étaient armés de documents et d'une argumentation bien rodée pour faire annuler la donation. Leur thèse, Pierre n'avait pas toutes ses facultés au moment de la signature, il avait été manipulé, l'acte était nul et non avenu. L'avocat était un homme d'une cinquantaine d'années, en costume cravate, qui parlait avec l'assurance de ceux qui pensent que le droit est toujours de leur côté. « Monsieur Pierre, commença-t-il, nous souhaitons consulter les titres de propriété. Certaines irrégularités doivent être éclaircies. » Pierre le fixa droit dans les yeux et répondit d'un ton glacial, « Les seules irrégularités ici, ce sont les enfants que j'ai mis au monde. » L'avocat poursuivit, impassible, « Je comprends votre ressentiment, mais la loi est la loi. Si votre état mental était altéré. » J'intervins sèchement. « Je suis médecin et je peux attester que monsieur Pierre est parfaitement sain d'esprit. D'ailleurs, le notaire qui a authentifié l'acte l'a également confirmé. Ou comptez-vous aussi mettre en doute la parole d'un officier ministériel avec 40 ans de carrière ?» L'avocat balbutia. Nicolas prit le relais. « C'est une spoliation. Ces terres reviennent à toute la famille. » Valérie, qui était restée en retrait, se leva. « Nicolas, si la famille était si importante pour toi, tu n'aurais pas laissé papa et maman sur le bord de la route. Ce qui s'est passé, c'est un juste retour des choses. Papa a protégé son bien et l'a confié à la seule personne qui en était digne. Stéphane, qui les avait rejoints, cria, « Tu as toujours été la préférée, la petite sainte qui ne faisait jamais de vagues. » Valérie lui tint tête. « Pas la préférée. La responsable. Pendant que vous ne pensiez qu'à l'héritage, moi, je pensais à les maintenir en vie. » La tension monta d'un cran, jusqu'à ce que Monique frappe la table du poing, avec une énergie qu'on ne lui soupçonnait pas, « Silence !» hurla-t-elle, les joues inondées de larmes. « Silence ! J'ai supporté pendant des années votre mépris, vos humiliations, votre manque d'égard, parce que vous étiez mes enfants et qu'une mère pardonne tout. Mais trop, c'est trop. Vous nous avez laissés pour morts sur cette route. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous nous avez condamnés par cupidité, et vous osez venir réclamer des droits? Vous n'avez aucune décence. » Nathalie tenta une approche. « Maman, pardonne-nous. On a fait une erreur. » Monique la repoussa. « Une erreur, c'est se tromper de chemin. Ce que vous avez fait, c'est une tentative de meurtre. Et gardez vos larmes de crocodile, je n'y crois plus. » Ces paroles eurent l'effet d'un verdict sans appel. L'avocat voulut ajouter quelque chose, mais Pierre se leva et leur ordonna d'une voix forte, « Dehors. Sortez de ma vue et de ma vie. Et si vous importunez encore Valérie ou si vous tentez de lui prendre ce qui lui revient de droit, j'irai personnellement porter plainte et je raconterai à qui veut l'entendre ce que vous avez fait. » Nicolas,
Stéphane et Nathalie partirent sans un mot, la tête basse. L'avocat les suivit en grommelant des menaces de poursuite, mais nous savions qu'ils bluffaient. Leur départ libéra la maison d'un poids. C'était comme si un orage s'était enfin éloigné, laissant place au soleil. Ce soir-là, nous dînâmes tous les 5, Monique, Pierre, Valérie, son fils de 6 ans, Léo, qui était arrivé de Californie la veille, et moi. Le repas était simple, une soupe, du riz et un poulet basquaise, mais il était empreint d'amour et de reconnaissance. Léo demanda avec son innocence d'enfant, « Mamie, pourquoi tu pleures si on est tous ensemble et qu'on est heureux ?» Monique le prit dans ses bras. « Je pleure de joie, mon trésor. Je pleure parce que parfois, quand on croit que tout est fini, le ciel nous envoie des anges pour nous sauver. » Ses yeux se posèrent sur moi. Je fis non de la tête. « L'ange, c'est votre fille, Monique. Je n'ai fait que mon devoir. » Ce soir-là, après avoir mis Léo au lit, Valérie et moi nous installâmes sur la terrasse. Le ciel était limpide, et un parfum de jasmin flottait dans l'air. Elle m'annonça sa décision. Je rentre en France définitivement. Mes parents ont besoin de moi, et moi d'eux. Et puis, je suis las de cette vie d'expatrié. Je lui dis que c'était une décision courageuse et la bonne. « Et pour ton travail, manquerai-je ? » ?»« Je trouverai, répondit-elle. Je suis une infirmière compétente, il y a toujours de la demande. Et puis, il y a cette propriété dont j'ignorais l'existence. Je pourrais peut-être en faire quelque chose, cultiver la terre, offrir un meilleur avenir à mon fils. Je lui proposai mon aide pour les démarches administratives et pour la mettre en contact avec des gens, ce qu'elle accepta avec gratitude. Une étreinte scella notre pacte. Je sus à cet instant que cette famille avait enfin retrouvé le chemin du bonheur. Les semaines qui suivirent furent paisibles. Valérie trouva un emploi dans le même hôpital que moi. Nous nous retrouvâmes dans le même service et réalisâmes que nous formions un duo de choc. Pendant ce temps, Monique et Pierre se requinquaient à vue d'œil. L'amour de leur fille et la sérénité de mon foyer firent des miracles. Pierre abandonna sa canne, et Monique retrouva son sourire. Nous décidâmes d'aller visiter la fameuse propriété, source de tant de conflits. Un samedi matin, nous prîmes la route tous ensemble dans ma vieille Renault Kangoo. Le chemin de terre qui y menait était long, près d'1 heure de trajet, mais le jeu en valait la chandelle. À notre arrivée, le spectacle me coupa le souffle. La propriété était sublime. 30 hectares de terre riche, traversés par un cours d'eau, des arbres fruitiers à perte de vue, un terrain idéal pour l'agriculture. Au milieu trônait une grande bâtisse en pierre, coiffée d'un toit de tuiles rouges. Elle avait besoin d'être rénovée, mais la structure était saine. Valérie sortit de la voiture et resta un long moment à contempler le paysage, les yeux humides. « Tout ça, c'est à moi ?» demanda-t-elle, comme si elle n'y croyait pas. Pierre posa la main sur son épaule. « C'est à toi, ma chérie. Nous l'avons acheté il y a 25 ans, avec mes paies du bâtiment. C'était notre rêve, à ta mère et à moi, de finir nos jours ici, à cultiver notre potager, à élever quelques poules, à vivre en paix. Mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, ce lieu est à toi. À toi d'y construire tes propres rêves. » Monique ajouta, « Et quand nous ne serons plus là, ce sera le refuge de ton fils. Un héritage d'amour, et non de convoitise. » Valérie se blottit contre ses parents, et ils pleurèrent de concert. Je m'éclipsai pour leur laisser un peu d'intimité et partis explorer les environs avec le petit Léo. L'enfant gambadait entre les arbres, fou de joie. « Regarde, Sandrine, des pommes, des poires, et là, des cerises. Je pourrais avoir un chien ici et jouer dehors toute la journée. » Sa gaieté était communicative. Pour la première fois depuis des années, je sentis que ma vie avait un sens, que toutes les épreuves que nous avions traversées n'avaient pas été vaines et nous avaient menés à cet instant de pur bonheur. Nous rejoignîmes les autres. Pierre était en train d'ouvrir la porte de la maison avec une vieille clé couverte de rouille. Nous pénétrâmes à l'intérieur avec appréhension, nous attendant au pire après tant d'années d'abandon. Mais, à notre grande surprise, la maison était en assez bon état. Les meubles étaient protégés par des draps blancs que Monique et Valérie entreprirent de retirer. Un canapé en bois massif, une grande table de ferme, des chaises anciennes mais robustes, un bahut contenant de la vaisselle en faïence peinte à la main. Tout avait le charme de l'authentique, de ce qui est fait pour durer et se transmettre. Nous visitâmes les pièces. 4 grandes chambres, baignées de lumière grâce à de larges fenêtres. Dans la cuisine,
un vieux poêle à bois trônait, encore en état de marche. Le sol était pavé de tomates rouges artisanales, chacune unique. Ce lieu était chargé d'histoire et d'amour. On sentait qu'il avait été bâti avec passion. Valérie, au milieu du salon, tournait lentement sur elle-même, s'imprégnant de l'atmosphère. « Je vais rénover cette maison », déclara-t-elle avec une nouvelle détermination. « J'y installerai mes parents, pour qu'ils finissent leur jour dans l'endroit dont ils ont toujours rêvé. Et Léo grandira ici, au grand air, il apprendra à aimer la terre et connaîtra ses racines. » Pierre et Monique se regardèrent, les yeux brillants d'émotion. « Ma fille, tu n'as pas à faire ça, » dit Monique. « Nous sommes très bien là où nous sommes. » Valérie secoua la tête. « Si, maman, je le dois. Vous méritez de vivre dans la paix et la beauté après tout ce que vous avez enduré. Et puis, c'était votre rêve, et je vais le réaliser. » Une bouffée d'émotion me submergea. Cette femme, qui avait déjà tant donné, était prête à se sacrifier encore pour le bonheur de ses parents. Je m'approchai d'elle. « Valérie, je vais t'aider. Je connais de bons maçons, des charpentiers compétents, des électriciens de confiance. Ensemble, nous allons transformer cette maison en un havre de paix pour tes parents. » Elle me serra fort dans ses bras. « Merci, ma sœur. Car c'est ce que tu es devenue pour moi, une sœur. » Ces mots scellèrent notre lien à jamais. Les mois qui suivirent furent intenses, mais exaltants. Chaque week-end, nous nous rendions à la propriété pour travailler à sa rénovation. J'avais fait appel aux meilleurs artisans de la région et je supervisais les travaux. Valérie y investit une partie de ses économies, et je contribuais discrètement, en demandant aux ouvriers de minorer leurs factures et en réglant la différence de ma poche. La maison reprit vie. Nous peignîmes les murs dans des tons chauds. Nous refîmes la toiture. Nous installâmes l'eau courante et l'électricité. Nous restaurâmes les sols en tomates. Nous ponçâmes et vernîmes les meubles. Nous plantâmes des fleurs dans le jardin et de nouveaux arbres. Monique et Pierre participaient à leur mesure. Elle cousait de nouveaux rideaux avec des tissus chatoyants. Lui réparait les clôtures avec la dextérité qui lui restait. Léo mettait la main à la pâte à sa façon, ramassant des cailloux, nettoyant les outils, nous apportant à boire. Ces samedis devinrent les plus beaux jours de notre vie. Nous travaillions sous le soleil, nous rions, nous partagions des pique-niques sur l'herbe, et le soir, nous admirions le coucher de soleil depuis la terrasse en échafaudant les plans pour la semaine suivante. Je ne m'étais jamais senti aussi intégré à une famille. Orpheline de bonheur et sans fratrie, j'avais axé ma vie sur ma carrière, mais un vide persistait. Aujourd'hui, ce vide était comblé. J'avais trouvé en Monique une mère de substitution, en Pierre un père sage, en Valérie une sœur de cœur, et en Léo un neveu adorable. Nous étions une famille unie non par les liens du sang, mais par ceux du cœur, ce qui nous rendait encore plus forts. Mais l'ombre de Nicolas, Stéphane et Nathalie planait toujours. Ils n'avaient pas renoncé et avaient engagé un autre avocat pour contester la donation, prétextant un vice de forme. Le procès était fixé à 3 mois plus tard, et nous savions que la bataille serait rude. Mais nous avions un atout qu'ils n'avaient pas, la vérité. Un après-midi, alors que nous étions à la propriété, une lettre recommandée arriva. La convocation au tribunal. Valérie la lut, le visage fermé, puis la posa sur la table. « Qu'ils viennent, dit-elle avec sérénité. Qu'ils amènent tous leurs avocats. La vérité finit toujours par triompher, et ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Pierre renchérit, mes papiers sont en règle. Le notaire est prêt à témoigner. Mon médecin confirmera que j'étais sain d'esprit. Et s'il le faut, je raconterai au juge comment ils nous ont abandonnés. » Monique, d'ordinaire si douce, fit preuve d'une fermeté surprenante. « Si je dois déclarer devant un tribunal que mes propres enfants ont tenté de nous tuer, je le ferai. L'amour maternel a des limites, et ils les ont dépassées. Leur détermination me remplit de fierté. Ils avaient été bafoués, humiliés, trahis, mais ils n'étaient pas abattus. Ils s'étaient relevés, plus forts, et étaient prêts à se battre pour leur bon droit. Le jour du procès arriva. C'était un lundi maussade, le ciel était bas et gris. Nous arrivâmes tôt au tribunal, sobrement vêtus. Nicolas, Stéphane et Nathalie arrivèrent peu après, flanqués de leurs avocats, tous tirés à 4 épingles. Le contraste était saisissant. Ils avaient l'air de magnats des affaires, nous de simples citoyens. Mais les apparences sont souvent trompeuses, et ce jour-là, la vérité n'eut pas besoin d'artifice pour s'imposer.
le procès débuta par la plaidoirie des avocats des demandeurs. Ils soutinrent que Pierre avait été abusé par Valérie, qui aurait profité de leur absence pour s'attirer les bonnes grâces de ses parents. Ils affirmèrent que la donation avait eu lieu alors que leur père était affaibli et vulnérable, qu'il n'avait pas bénéficié d'un conseil juridique impartial, et que c'était un acte de vengeance. Chaque argument était plus fallacieux que le précédent, mais l'avocat les présentait avec un tel aplomb que je commençais à douter. Mais lorsque ce fut notre tour, le vent tourna. Maître Jean, le notaire, un homme de 70 ans à la réputation irréprochable, fut le premier à témoigner. Il décrivit en détail les circonstances de la signature de l'acte. Il certifia que Pierre était parfaitement lucide, qu'il avait exprimé sa volonté sans aucune contrainte et qu'il lui avait exposé les raisons de sa décision de léguer la propriété à Valérie. Il ajouta même que ce choix lui avait paru juste et sensé. Puis, le docteur Michel Dubois, qui avait suivi Pierre durant sa maladie, déposa à son tour. Il produisit des dossiers médicaux attestant que son patient n'avait jamais perdu ses facultés mentales et qu'il était une personne cohérente et capable de discernement. Ce fut ensuite à mon tour. Je me levai et, d'une voix assurée, je fis le récit des événements depuis le début. Comment j'avais découvert Monique et Pierre sur le bord de la route. Comment je les avais conduits à l'hôpital. Comment j'étais devenu leur soutien face à l'indifférence de leurs enfants. Je décrivis leur état de détresse, la déshydratation de Monique, leur choc émotionnel, la honte et la douleur qui se lisaient sur leur visage. Je racontais également comment Nicolas, Stéphane et Nathalie étaient réapparus des semaines plus tard, feignant une inquiétude qui n'était motivée que par l'appât du gain. Le juge prenait des notes, attentif. À la fin de mon témoignage, l'avocat de la partie adverse tenta de me déstabiliser. « Madame le docteur, dit-il sur un ton mielleux, n'est-il pas exact que vous avez tiré un avantage financier de cette situation, que vous vous êtes rapproché de cette famille dans l'espoir d'une récompense ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Maître, je suis médecin, j'ai une situation stable. Je n'ai besoin de personne pour vivre. J'ai agi par conscience professionnelle et par humanité. Chose que vos clients semblent ignorer. Si je me suis rapproché de cette famille, c'est parce que j'ai trouvé en eux des qualités qui se font rares de nos jours, l'amour, le respect, la gratitude. Des valeurs que l'argent ne peut acheter et que vos clients ne comprendront jamais. » Un silence de mort régna dans la salle. L'avocat, décontenancé, se rassit. Vint enfin le moment crucial. Monique et Pierre témoignèrent ensemble. Pierre prit la parole le premier, d'une voix posée et forte malgré son âge. « Monsieur le juge, j'ai travaillé 50 ans dans le bâtiment. J'ai construit des maisons, des immeubles, des ponts. J'ai bâti la moitié de ce village. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai élevé ma famille. J'ai offert une éducation à mes 4 enfants et j'ai acheté cette propriété qui est aujourd'hui au cœur de ce procès. J'ai toujours espéré que mes enfants en hériteraient et la feraient prospérer, mais 3 d'entre eux n'ont montré d'intérêt que pour sa valeur marchande. Ma fille Valérie, elle, n'a jamais rien demandé. Elle est partie à l'étranger, non par choix, mais par nécessité. Elle a travaillé dur, nous a envoyé de l'argent tous les mois, a appelé toutes les semaines. Quand j'ai été malade et que nous étions criblés de dettes, elle n'a pas hésité à nous envoyer ses économies. Elle a sauvé cette propriété que ses frères et sœurs veulent aujourd'hui lui voler. C'est pour cette raison que je la lui ai donnée, parce qu'elle la méritait, parce qu'elle nous a prouvé son amour. Et si mes autres enfants ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ils ont eu 50 ans pour me prouver leur affection, et tout ce qu'ils ont montré, c'est leur avidité. » Il marqua une pause, reprit son souffle et ajouta, « De plus, monsieur le juge, ces 3 enfants nous ont abandonnés, ma femme et moi, sur le bord de la route, en espérant notre mort. Comment de telles personnes peuvent-elles prétendre à un héritage? De quel droit? » L'effet de ces paroles fut foudroyant. Nicolas, Stéphane et Nathalie baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard de leur père. Monique prit le relais. « Je voudrais juste ajouter, dit-elle, la voix tremblante mais résolue, qu'une mère pardonne beaucoup, mais pas tout. Chaque humiliation, chaque méchanceté, chaque parole blessante m'a fait souffrir. Mais le plus douloureux a été de voir comment ils ont piétiné l'amour que nous leur avons donné. Valérie n'est pas parfaite, mais c'est la seule qui nous ait vraiment aimés. Et ça, monsieur le juge, ça n'a pas de prix. » À la fin de leur témoignage, l'émotion était palpable dans la salle. Même le juge semblait touché. Valérie fut la dernière à témoigner. Elle fut brève et concise. « Monsieur le juge,
j'ignorais que la propriété était à mon nom jusqu'à récemment. Je n'ai pas cherché à hériter. J'ai aidé mes parents par amour, sans rien attendre en retour. Si le tribunal décide que je dois partager ce bien avec mes frères et sœurs, je m'y conformerai. Mais je tiens à ce qu'il soit bien clair qu'ils ont abandonné nos parents sur cette route, et ça, aucun avocat ne pourra le nier. Le juge suspendit l'audience pour 2 heures afin de délibérer. Ces 2 heures furent interminables. Nous attendîmes dans un bistrot voisin, sans échanger beaucoup de paroles. Monique priait à voix basse. Pierre regardait le vide, absorbé dans ses pensées. Valérie me serrait la main. Léo, qui nous avait accompagnés, dessinait sur une serviette, inconscient de la tension ambiante. Lorsque nous revînmes dans la salle d'audience, le juge était déjà là. Nous nous levâmes. Après avoir étudié l'ensemble des pièces du dossier et entendu les différents témoignages, déclara le juge, j'ai pris ma décision. La donation de la propriété au nom de mademoiselle Valérie est parfaitement légale et valide. Monsieur Pierre était en pleine possession de ses moyens au moment de la signature et était tout à fait en droit de disposer de ses biens comme il l'entendait. De plus, il ressort des débats que les demandeurs, messieurs Nicolas et Stéphane, et madame Nathalie, se sont rendus coupables d'un abandon caractérisé envers leurs parents, ce qui les disqualifie moralement de toute prétention. En conséquence, je déboute les demandeurs de leur requête. La propriété reste la pleine propriété de mademoiselle Valérie. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. L'affaire est entendue. Le coup de marteau retentit, et tout fut fini. Nous nous embrassâmes, pleurant de joie et de soulagement. Nicolas, Stéphane et Nathalie quittèrent le tribunal tête basse, sans un mot. Ils avaient perdu bien plus qu'un héritage, leur honneur et leur dignité. Dehors, nous célébrâmes notre victoire en toute simplicité. L'heure n'était pas à la vengeance, mais à la gratitude. Pierre serra Valérie dans ses bras. « Je suis fier de toi, ma fille. » Monique ajouta, « La justice divine finit toujours par triompher. » Je souris, songeant que la justice des hommes, parfois, aussi. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction, au sens propre comme au figuré. Nous achevâmes la rénovation de la maison, qui était devenue un petit bijou. Les murs blancs rehaussés de bleu, les fenêtres parées des rideaux colorés de Monique, le jardin fleuri et odorant, les arbres fruitiers prometteurs. Lorsque tout fut prêt, nous organisâmes une petite pendaison de crémaillère. Nous y conviâmes les voisins, les artisans qui avaient œuvré à la restauration, maître Jean le notaire, le docteur Dubois et quelques collègues de l'hôpital. L'après-midi fut joyeuse, rythmée par la musique, les rires et les bons petits plats. Monique et Pierre déambulaient dans leur nouvelle demeure, touchant les murs, incrédules. C'était notre rêve, disait Pierre, les larmes aux yeux. Et grâce à vous, il est devenu réalité. Valérie avait décidé de quitter son poste à l'hôpital pour se lancer dans l'agriculture. Elle planta un potager, des fleurs, des légumineuses. Elle se mit à l'élevage de poules et planta de nouveaux arbres fruitiers. La propriété devint peu à peu une exploitation florissante. Léo s'épanouissait, courant dans les champs, apprenant les secrets de la nature. Il n'était plus le même enfant qu'à son arrivée de Californie, il était plus serein, plus ancré. Je continuais de leur rendre visite tous les week-ends, prolongeant souvent mon séjour. Ma maison en ville me semblait de plus en plus vide et impersonnelle. Un après-midi, alors que nous prenions une tisane sur la terrasse, Monique me dit, « Sandrine, vous faites partie de la famille, vous savez. Cette maison est aussi la vôtre. » Pierre renchérit, « Sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous nous avez sauvé la vie, vous nous avez rendu notre fierté, vous nous avez offert une famille. » Valérie me prit la main. « Ma sœur, pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer avec nous? La place ne manque pas. Tu aurais ta propre chambre, ton indépendance, et nous serions tous réunis. » Sa proposition me déconcerta, mais en y songeant, je compris que c'était ce que je désirais au plus profond de moi. J'acceptai, les larmes aux yeux. Le mois suivant, je vendis ma maison, fis mes cartons et emménageai à la propriété. Ce fut la meilleure décision de ma vie. J'y trouvai ce que j'avais toujours cherché, une vraie famille, un sens à ma vie, un foyer. Je poursuivis mon travail à l'hôpital, mais chaque soir, je retrouvais un havre de paix et d'amour. Nous dînions tous ensemble autour de la grande table. Nous partagions les anecdotes de la journée, rions des bêtises de Léo, faisions des projets. Le week-end, nous travaillions au jardin où nous nous prélassions sous les arbres, lisant, discutant.
Monique m'apprit à coudre et à cuisiner des plats de son enfance. Pierre m'initia au jardinage et au bricolage. Valérie devint ma confidente, ma meilleure amie. Nous partagions tout. Léo m'appelait Tati Sandrine, et mon cœur fondait à chaque fois. Ce furent les plus belles années de ma vie. Une soirée de décembre, 2 ans après notre rencontre, nous étions réunis au coin du feu. La journée avait été froide, et la chaleur du foyer était réconfortante. Léo dormait sur le canapé, emmitouflé dans une couverture tricotée par sa grand-mère. Pierre fumait sa pipe, le regard perdu dans les flammes. Monique brodait une nappe. Valérie lisait. Moi, je savourais cet instant de plénitude. Soudain, Pierre rompit le silence. Vous savez, j'ai beaucoup songé à tout ce qui nous est arrivé. Monique leva les yeux de son ouvrage. Et à quoi as-tu pensé, mon ami? Il sourit. J'ai pensé que nous avions peut-être dû endurer toutes ces épreuves pour connaître ce bonheur. Si nos enfants ne nous avaient pas abandonnés, nous n'aurions jamais rencontré Sandrine. Valérie ne serait pas revenue. Nous ne serions pas dans cette maison, en paix. Parfois, Dieu nous brise pour mieux nous reconstruire. Monique acquiesça, les yeux brillants. Tu as raison, mon amour. Du mal est né un bien. Valérie ajouta, Papa, maman, merci de m'avoir permis de vous prouver mon amour, de m'avoir fait confiance, de m'avoir appris que la vraie famille, ce sont les actes, pas les mots. J'intervins, la voix étranglée par l'émotion, et moi, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre famille, de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa place. Cette nuit-là, un pacte tacite fut scellé entre nous. Nous serions une famille pour toujours. Nous prendrions soin les uns des autres, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à notre dernier souffle. Les années s'écoulèrent, paisiblement. Monique et Pierre vieillirent avec grâce, entourés de l'amour de leur fille, de leur petit-fils et de moi-même. Ils n'eurent plus jamais de nouvelles de Nicolas, Stéphane ou Nathalie, qui menaient leur vie en ville, rongés par la honte. Je me demandais parfois s'ils éprouvaient des remords, puis je me disais que cela n'avait plus d'importance. Leur châtiment était de vivre avec leur conscience et le poids de ce qu'ils avaient perdu par cupidité. Valérie fit de la propriété une exploitation rentable. Elle vendait ses légumes bio au marché du village. Ses confitures maison étaient réputées à des kilomètres à la ronde. Elle se mit même à organiser des ateliers d'agriculture durable pour les jeunes de la région. Léo grandit, devint un jeune homme sain et équilibré. Il fit des études d'agronomie, mais revenait chaque week-end à la ferme. Je pris ma retraite à 65 ans et me consacrai entièrement à Monique et Pierre, dont la santé déclinait. Ce furent des années douces, faites de petits riens, les petits déjeuners sur la terrasse face au soleil levant, les siestes à l'ombre du manguier, les histoires du soir pour Léo, les dîners calmes où notre simple présence suffisait à notre bonheur. Pierre nous quitta le premier, à 89 ans. C'était un matin de printemps. Le soleil inondait sa chambre, les oiseaux chantaient. Nous étions tous à son chevet. Monique lui tenait une main, Valérie l'autre. J'étais au pied du lit, Léo près de sa grand-mère. Pierre nous regarda à un, de ses yeux pleins de sagesse. Merci, murmura-t-il. Merci d'avoir fait de mes dernières années les plus belles de ma vie. Monique lui caressa le front, pleurant silencieusement. À bientôt, mon amour, lui souffla-t-elle. Il sourit, ferma les yeux et s'éteignit paisiblement. Ses obsèques furent simples et touchantes. Une bonne partie du village était présente, car il s'était fait apprécier de tous. Nous l'inhumâmes dans le petit cimetière de l'église, sous un arbre qu'il avait lui-même planté. Monique lui survécut 6 mois. Le chagrin la rongeait, malgré tous nos efforts pour la distraire. Une nuit d'automne, elle s'endormit et ne se réveilla pas. C'est comme si elle avait décidé qu'il était temps de rejoindre son époux. Ses funérailles furent tout aussi émouvantes. Nous l'enterrâmes aux côtés de Pierre. Ils avaient été inséparables dans la vie, ils le seraient dans la mort. Après leur départ, la maison nous parut bien vide, mais la vie reprit peu à peu ses droits. Valérie et moi nous épaulâmes dans cette épreuve. Nous pleurâmes ensemble, nous nous remémorâmes les bons moments ensemble, nous pensâmes nos plaies ensemble. Léo, qui avait maintenant 25 ans, nous insuffla sa force et son optimisme. Nous décidâmes de poursuivre l'œuvre de Monique et Pierre. Nous continuâmes à faire vivre la propriété. Nous conservâmes la maison telle qu'ils l'avaient aimée. Nous créâmes un jardin du souvenir avec leurs fleurs préférées. À chaque anniversaire de leur décès,
nous organisions une petite cérémonie intime où nous évoquions leur mémoire. J'avais maintenant 70 ans. Mes cheveux étaient blancs comme neige, mon corps n'avait plus la même vigueur, mais mon cœur était en paix. J'avais eu une vie bien remplie. J'avais trouvé l'amour, une famille, un but. Valérie était ma sœur de cœur. Léo était mon petit-fils de substitution. Et cette propriété était mon refuge. Parfois, le soir, assise seule sur la terrasse, je contemplais les montagnes et je repensais à ce jour où j'avais croisé deux vieillards abandonnés sur la route et où j'avais décidé de m'arrêter. Cette simple décision avait changé le cours de mon existence. Elle m'avait offert une famille, un sens à ma vie, elle m'avait prouvé que l'amour véritable existe et que la bonté n'est jamais vaine. Je pensais à Nicolas, Stéphane et Nathalie, et j'éprouvais de la pitié. Ils avaient tant perdu par appât du gain. Ils se retrouvaient sans parents, sans héritage, sans honneur, sans paix de l'âme. Tandis que moi, une étrangère, j'avais gagné tout ce qu'ils avaient perdu. La vie a une étrange façon de rétablir l'équilibre. Ce n'est pas toujours immédiat, mais à la fin, chacun récolte ce qu'il a semé. Celui qui aime est aimé, celui qui donne reçoit, celui qui sème le bien récolte le bonheur. Un jour d'été, j'avais 75 ans et ma santé déclinait. Valérie organisa une grande fête de famille. Elle invita tous ceux qui avaient compté dans notre histoire. Les anciens voisins, les collègues de l'hôpital, les artisans qui avaient rénové la maison, Maître Jean le notaire, très âgé, le docteur Dubois, à la retraite, des amis du village. C'était une ode à la vie, à tout ce que nous avions bâti ensemble. Léo était venu avec sa petite amie, Chloé, une jeune fille charmante qui me rappelait Monique. Au milieu de la fête, Valérie prit la parole. Je voudrais profiter de cette occasion, dit-elle, la voix nouée par l'émotion, pour remercier celles sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Le docteur Sandrine n'a pas seulement sauvé mes parents ce jour-là, elle nous a tous sauvés. Elle a donné une famille à mon fils. Elle a rendu leur dignité à mes parents. Elle m'a appris le sens du mot amour inconditionnel. L'assistance applaudit, et je ne pus retenir mes larmes. Je me levai péniblement, en m'aidant de ma canne, et je répondis, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, c'est vous qui m'avez sauvé. Vous m'avez donné ce qui me manquait le plus, l'amour, un foyer, un but. Cette famille m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'amour ne connaît pas les liens du sang, mais ceux du cœur, que la justice finit toujours par triompher et que la bonté est toujours récompensée. Léo s'approcha et m'étreignit. Tati Sandrine, dit-il, tu es la preuve vivante que les anges existent. Je secouai la tête en souriant. Je ne suis pas un ange, Léo. Juste une femme qui a choisi de faire le bien, et ce choix m'a offert la plus belle des vies. La fête se prolongea tard dans la nuit, entre musique, rire et souvenirs. Quand tout le monde fut parti et que nous nous retrouvâmes tous les quatre, Valérie, Léo, Chloé et moi, sur la terrasse, sous un ciel étoilé, je me sentis envahi d'une profonde sérénité. J'avais bien vécu, j'avais bien aimé, j'avais laissé une trace de bonté. C'était l'essentiel. Je m'éteignis un an plus tard, un matin de printemps, comme Pierre. J'étais entouré de ma famille de cœur. Valérie me tenait la main gauche, Léo la droite. Chloé était au pied de mon lit, sanglotant doucement. Mes dernières pensées furent des pensées de gratitude. Je remerciais la vie de m'avoir conduite sur cette route, ce jour de juillet. Je la remerciais de m'avoir donné le courage de m'arrêter. Je la remerciais pour chaque instant passé avec cette merveilleuse famille. Ma dernière image fut celle de Monique et Pierre, jeunes et souriants, qui m'attendaient. Je sus que je rentrais à la maison. On m'enterra à leur côté, dans le petit cimetière, comme je l'avais souhaité. Je voulais reposer auprès de ceux qui avaient été ma vraie famille. Sur ma tombe, Valérie fit graver une épitaphe simple et poignante, Sigi Sandrine, la femme qui s'est arrêtée. Ces quelques mots résumaient tout. Ma vie avait eu un sens parce qu'à un moment clé, j'avais choisi de m'arrêter plutôt que de poursuivre mon chemin. J'avais choisi d'aider plutôt que d'ignorer. J'avais choisi d'aimer plutôt que de me fermer. Des années plus tard, quand Valérie fut une vieille femme et que Léo eut des petits-enfants, l'histoire se transmettait encore. Les enfants se pressaient autour de leur arrière-grand-mère pour qu'elle leur raconte une nouvelle fois comment la famille s'était formée. Valérie, la voix affaiblie par l'âge mais toujours chargée d'émotion, leur narrait les événements depuis le début. Elle leur parlait de l'abandon, de la douleur, de la rencontre providentielle avec le médecin, de la lutte pour la justice, des années de bonheur à la ferme. Les enfants écoutaient, fascinés,
et à la fin, posait toujours la même question, arrière-grand-mère, et qu'est-il arrivé aux méchants oncles et à la méchante tante? Valérie souriait avec une pointe de tristesse. Les méchants, comme vous les appelez, ont vécu le reste de leur vie dans le remords et le regret. Ils n'ont jamais trouvé le bonheur, car l'argent qu'ils convoitaient ne leur a pas apporté la paix. Ils ont compris trop tard qu'il y a des choses bien plus précieuses que la richesse, l'amour, la famille, l'honneur. Mais il était trop tard. Ils avaient tout perdu. Et quelle est la morale, les enfants? Demandait un arrière-petit-fils. Valérie inspirait profondément et répondait, la morale, c'est que vous devez toujours aimer et respecter vos parents, que vous ne devez jamais laisser la cupidité prendre le pas sur ce que vous avez de plus cher. Que vous devez être comme Tati Sandrine, qui s'est arrêtée là où d'autres auraient continué. Que vous devez choisir l'amour plutôt que l'argent, la bonté plutôt que la méchanceté, la justice plutôt que votre intérêt. Ce sont les leçons que mes parents et Tati Sandrine m'ont apprises, et que je vous transmets aujourd'hui. La propriété resta le cœur de la famille pendant des générations. Léo en hérita et en prit soin avec le même amour que sa mère. À sa mort, il la légua à son fils aîné, qui la chérit et la protégea à son tour. Chaque génération s'imprégnait de l'histoire, du sacrifice, de l'héritage. La maison resta quasiment inchangée, modernisée mais fidèle à l'esprit de Monique et Pierre. Le jardin du souvenir, où reposaient les cendres au milieu de leurs fleurs préférées, était entretenu avec soin. Chaque printemps, il offrait une explosion de couleurs, comme un hymne à la vie. La vieille mallette en cuir de Pierre et l'enveloppe jaunie contenant l'acte de propriété étaient exposées dans une vitrine du salon. Non pour leur valeur pécuniaire, mais pour leur valeur symbolique, le symbole de la justice, de l'amour véritable et de la nécessité de se battre pour ses droits. Les visiteurs de passage interrogeaient toujours sur l'origine de ces objets. Et le récit recommençait, l'histoire d'une famille brisée qui s'était reconstruite, plus forte et plus unie que jamais. 50 ans avaient passé depuis ce jour fatidique, et l'histoire était devenue une légende locale. On citait Monique et Pierre en exemple de dignité, Valérie en modèle d'amour filial, Sandrine en incarnation de la bonté. Et Nicolas, Stéphane et Nathalie en avertissement des ravages de la cupidité. Certains juraient que les soirs de pleine lune, on pouvait apercevoir 3 silhouettes sur la terrasse de la vieille maison, 2 vieillards se tenant par la main et une femme aux cheveux blancs à leur côté. Les esprits rationnels y voyaient un jeu d'ombre. Mais ceux qui croyaient en l'au-delà savaient que c'était Monique, Pierre et Sandrine, qui veillaient sur la famille qu'ils avaient fondée. Ils veillaient sur cette propriété, témoins de tant de larmes et de tant de joie. Ils rappelaient à chaque nouvelle génération que l'amour finit toujours par triompher. Maintenant que vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, je voudrais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà arrêté pour tendre la main à quelqu'un? Avez-vous été comme ce docteur, Sandrine, qui a choisi de s'arrêter plutôt que de poursuivre sa route? Ou peut-être avez-vous été comme Valérie, qui, même à des milliers de kilomètres, n'a jamais oublié ses parents? Ou connaissez-vous une histoire similaire d'abandon ou de trahison? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'aime vous lire. Chaque commentaire est précieux et je les lis tous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire vous a touché, laissez le mot-clé « amour véritable ». C'est notre code pour savoir qui est allé jusqu'au bout. Je vous promets de répondre à chaque commentaire avec un cœur, car c'est pour vous que je partage ces histoires qui nous rappellent l'essentiel. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires, car j'en ai beaucoup d'autres à vous raconter. Des histoires de vie, de courage, d'amour et de justice. Des histoires qui nous prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, que la vraie famille est celle du cœur, que la bonté est toujours récompensée. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, cela m'aide à toucher plus de monde et peut-être à redonner espoir à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que quelqu'un qui se sent abandonné lira ces mots et comprendra qu'il n'est pas seul, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, que la vie offre toujours une seconde chance. Avant de nous quitter, quelques dernières réflexions. Premièrement, l'âge ne doit jamais justifier le mépris ou l'abandon. Monique et Pierre étaient des trésors de sagesse et d'amour. Ils méritaient le respect. Deuxièmement, la vraie richesse n'est pas matérielle, mais affective. Nicolas, Stéphane et Nathalie ont tout perdu en courant après l'argent. Troisièmement, ne sous-estimez jamais l'impact d'un geste de bonté. En s'arrêtant, Sandrine a changé non seulement la vie de 2 personnes, mais aussi la sienne. Un simple geste a créé une famille. Quatrièmement, la justice finit toujours par arriver. Elle n'est pas toujours rapide, mais la vérité triomphe.
Cinquièmement, pardonner ne veut pas dire tout accepter. Monique et Pierre ont pardonné pour leur propre paix, mais ils ont supposé des limites. Le pardon n'est pas de la naïveté. Sixièmement, la vraie famille se révèle dans l'adversité. Valérie a prouvé son amour à distance, tandis que ses frères et sœurs, si proches, se sont comportés en ennemis. Septièmement, il n'est jamais trop tard pour trouver sa place. À 55 ans, Sandrine a trouvé la famille qu'elle n'avait jamais eue. La vie nous réserve des surprises si nous restons ouverts. Huitièmement, les imperfections des parents n'excusent pas la cruauté des enfants. Personne n'est parfait, mais rien ne justifie l'abandon. Neuvièmement, les biens matériels sont éphémères, l'amour est éternel. La propriété aurait pu disparaître, mais l'amour qui unissait cette famille a survécu à tout. Et dixièmement, nos choix nous définissent. Nicolas, Stéphane et Nathalie ont choisi l'abandon et ont tout perdu. Sandrine a choisi l'aider à tout gagner. Nos choix façonnent notre destin. Cette histoire nous interpelle aussi sur notre rapport à la vieillesse. Notre société tend à marginaliser les personnes âgées, à les considérer comme un fardeau plutôt qu'une source de savoir. Monique et Pierre avaient tant à offrir, mais 3 de leurs enfants ne voyaient en eux que des charges. C'est une vision dangereuse. Nos aînés méritent notre respect et notre amour. Ils nous ont tout donné. De plus, l'exemple que nous donnons à nos enfants en traitant mal nos parents est déplorable. La roue tourne. Nicolas, Stéphane et Nathalie seront probablement abandonnés à leur tour, car c'est ce qu'ils ont enseigné. Les descendants de Valérie, eux, apprendront la valeur de l'amour familial. Je veux aussi aborder le sujet des héritages. Il est hélas fréquent que des familles se déchirent pour des questions d'argent. J'ai vu des frères et sœurs devenir des ennemis jurés à la mort de leurs parents. L'argent révèle la part la plus sombre de l'être humain. Mais aucune somme ne vaut la perte de sa famille. On peut hériter d'une fortune et se retrouver seul au monde. Le véritable héritage, ce sont les valeurs, l'amour, l'exemple. C'est ce que Monique et Pierre ont légué à Valérie. Maintenant, une question plus personnelle. Comment traitez-vous vos parents et les aînés de votre entourage? Les appelez-vous? Leur rendez-vous visite? Leur montrez-vous votre amour? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le temps file, et les regrets sont éternels. Si vos parents sont encore là, chérissez-les. S'ils sont partis, honorez leur mémoire. Et si vos relations sont tendues, essayez de guérir les blessures. La rancune est un poison. Le pardon est une libération. Et pour celles qui se reconnaissent en Sandrine, qui sont seules et pensent qu'il est trop tard, je vous le dis, il n'est jamais trop tard. Sandrine avait 55 ans quand sa vie a basculé. Elle aurait pu continuer sa route. Mais elle s'est arrêtée, et cette décision lui a offert le plus beau des cadeaux. Votre tour viendra. Gardez le cœur ouvert, soyez prête à aider. La vie nous surprend toujours. Parfois, il suffit d'avoir le courage de dire oui, de tendre la main. Cette histoire nous rappelle aussi l'importance de la gratitude. Monique et Pierre n'ont jamais cessé de remercier Sandrine. La gratitude est une émotion puissante. Elle transforme les relations, guérit les blessures, décuple la joie. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez. Je veux aussi souligner la force de l'amitié féminine. La relation entre Sandrine et Valérie a été un pilier. Elles sont devenues des sœurs de cœur. Nous, les femmes, avons besoin de ces liens, de cette sororité. Si vous avez de tels amis, préservez-les. Enfin, je veux parler de l'héritage que nous laissons. Nous allons tous mourir. Que restera-t-il de nous? Nicolas, Stéphane et Nathalie laisseront une image de honte et de cupidité. Monique, Pierre, Sandrine et Valérie laisseront une image d'amour, de bonté et de justice. Quel héritage construisez-vous? Qu'on se souvienne de vous pour l'amour que vous avez donné. Vivez de manière à ne rien regretter. Alors, ma chère amie, réfléchissez à tout cela. Pensez à vos choix, à vos relations, à l'héritage que vous bâtissez. Et s'il faut changer quelque chose, n'attendez pas à appeler vos parents, serrez vos enfants dans vos bras, pardonnez, aidez, aimez. La vie est courte. À la fin, seul l'amour que nous avons donné et reçu restera. Rappelez-vous que vous êtes précieuse, que vous méritez l'amour, qu'il n'est jamais trop tard, que la bonté est récompensée, que la justice triomphe et que l'amour véritable est la plus grande force de l'univers. Je vous quitte maintenant, mais je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire vous a touché.
N'oubliez pas de laisser un commentaire, d'écrire « Amour véritable », de liker, de vous abonner et de partager cette histoire. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une autre histoire tout aussi inspirante. À bientôt, ma chère amie. Que Dieu vous bénisse et vous comble d'amour véritable.